Merci pour l'invitation. Ouais. Café. Du soir. Email. LinkedIn, j'ai pas Instagram. Bureau bien rangé. Ouais, donc Kevin, je suis le cofondateur et DG de Ngo Shoes. Donc, avant de créer Ngo Shoes en 2017, j'ai un parcours un peu atypique puisque en tant qu'entrepreneur, je viens pas, j'ai pas fait une école de commerce, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je pensais même pas d'ailleurs créer une boîte à la base. Moi, mon cursus, c'est dans la gestion et plus précisément l'expertise comptable. J'ai fait mes études à l'IUT, à l'IAE de Nantes. J'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable. Mon but, c'était plutôt d'accompagner les entrepreneurs, d'être leur bras droit. Donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Et finalement, l'idée de créer une boîte est venue un peu comme un déclic à 25 ans où c'est la quête de sens qui m'a mené vers là. C'est-à-dire que avant d'avoir une idée, comme on peut parfois dire, j'ai une idée de boîte, une idée d'activité, j'avais surtout des valeurs et l'envie de un peu changer le monde à ma façon et à mon échelle. Et donc, à l'époque, je voyageais beaucoup dans le monde et notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud. Et là-bas, j'ai découvert différentes formes de savoir-faire, d'artisanat. J'aimais bien aller voir les artisans dans les villages, découvrir, parler avec eux. Peut-être, sûrement, parce que je suis moi-même très mauvais de mes mains. Et donc, c'est de là qu'est né Ngo et l'envie d'entreprendre. C'est voilà, ce que j'aimais en voyage, faire en sorte que ce soit mon quotidien, avoir ce lien multiculturel, mettre en avant un artisanat, un savoir-faire local qu'on retrouve aujourd'hui sur nos chaussures. Et même si l'idée, elle est née en Amérique du Sud, finalement, ça s'est retranscrit au Vietnam. Pourquoi et comment? Eh bien, tout simplement parce que je me voyais par contre pas entreprendre seul. Et j'en ai parlé à mon associé actuel, et qui est un pote d'enfance, Ronan, avec qui on s'est découvert au lycée à Nantes. Et on a beaucoup voyagé ensemble. Et donc, je savais que l'idée pouvait le botter. Et lui, il a en fait fait son stage de fin d'études au Vietnam. Il est resté vivre et travailler là-bas pour une ONG à l'époque. Et donc, il a dit, au Vietnam, il y a une cinquantaine de minorités ethniques, il y a un tas de savoir-faire méconnus, donc il y a quelque chose à faire là-bas. Il est retourné au Vietnam, il y vit d'ailleurs toujours à Ho Chi Minh, et c'est comme ça qu'on a créé l'histoire entre la France et le Vietnam, avec au début, pas forcément l'idée de chaussures, c'est-à-dire vraiment le but, c'était du commerce équitable, de l'artisanat, un projet solidaire où on reverse une partie du chiffre d'affaires et de l'éco-responsabilité. Voilà, c'était vraiment ces valeurs sociales, sociétales et éco-responsables qui nous animaient. Et la chaussure est venue dans un second temps pour deux raisons. Déjà parce qu'on était fans de sneakers tous les deux, donc on avait envie de faire un projet passion. Et puis parce que le Vietnam a un gros savoir-faire dans la basket, la majorité des grandes marques sont là-bas, donc beaucoup du réseau de Ronan nous ont ramenés vers là. Et donc on a lancé une marque de basket équitable, solidaire et éco-responsable. Donc ça c'était en 2016-2017, avec quand même la vocation de changer la mode. Là où aujourd'hui on parle quand même de plus en plus de mode responsable, à l'époque c'était quand même les tout débuts. Donc voilà, il y avait cette envie-là. Et pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on entend par équitable, solidaire et éco-responsable, équitable, c'est évidemment les artisanes. Aujourd'hui on travaille avec une cinquantaine de femmes, 3 coopératives au nord du Vietnam qui ont le savoir-faire du tissage à la main. Et donc c'est ça qu'on retrouve sur nos chaussures, qui en font l'ADN et l'originalité. Et donc nous on cherche à promouvoir et préserver ce savoir-faire ancestral. À côté de ça, le but, c'est de travailler sans intermédiaire. Donc, on est capable de se sourcer et de fabriquer à 100% localement au Vietnam et donc de connaître nos fournisseurs et d'apporter du coup cette transparence qu'ils nous apportent à nos clients à travers maintenant un système de QR code qu'on retrouve sur nos emballages et nos fiches produits pour avoir toute la traçabilité du produit. La solidarité, c'est qu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à une ONG depuis le début de l'entreprise qui s'appelle Sao Bien et avec qui on construit des écoles au Vietnam. Donc, on a construit 7 écoles depuis le début du projet. C'est plus de 300 enfants qui ont pu être scolarisés là aussi au nord du Vietnam,
puisque ce sont des zones marginalisées, en tout cas plus marginalisées que le sud du Vietnam, avec des grandes villes comme Ho Chi Minh. Et enfin, l'éco-responsabilité, c'est avant tout des mesures, donc un bilan carbone qu'on a commencé en 2019 et qui nous dit combien on pollue et où on pollue. Et en l'occurrence, on nous parle beaucoup du transport. Nous, on fait venir en conteneur maritime. Ça, c'est 5% de notre impact. Nous, l'impact, il est à 75%. Il vient de la fabrication des matières premières et de l'assemblage de la chaussure. Donc, c'est là qu'on va jouer pour diminuer l'impact carbone par paire, en choisissant des matériaux plus éco-responsables, recyclés, biosourcés, en faisant en sorte que la durabilité de la chaussure soit la plus longue possible, et enfin qu'on puisse réparer ou recycler en France nos chaussures une fois qu'elles sont usagées. Donc tout ça, le bilan carbone, on peut le retrouver sur notre site internet, engo-shoes.com, et on a affiché l'impact carbone par paire sur chacune de nos fiches produits de notre site internet. Voilà, donc c'est vraiment ça les valeurs de Ngo. Et donc aujourd'hui, on est une boîte d'à peu près 10 personnes installées à Nantes et on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour dresser en quelques mots les grandes valeurs de Ngo Shoes. Donc aujourd'hui, on est une marque de basket. On a fait également de la bagagerie pendant un temps. Donc là, on est en rupture de stock sur nos sacs à dos, mais on prépare une nouvelle ligne de bagagerie. Donc l'entreprise est dans sa 8e année. On a 3 enjeux majeurs aujourd'hui. Ce serait de se diversifier en termes de produits, donc d'aller sur de la bagagerie, des sacs à dos, c'est un des enjeux, en plus de la chaussure. Un deuxième enjeu, c'est l'export, et notamment l'Allemagne. On est beaucoup présent en Allemagne. On a un site internet allemand, donc on a en fait 2 sites internet, un pour la France et le reste du monde, et un pour l'Allemagne, avec des réseaux sociaux en allemand. Enfin voilà, vraiment une strat marketing à 360 en Allemagne, comme on peut avoir en France. Donc ça, c'est un deuxième marché avec un gros enjeu pour nous. Et dernièrement, c'est de faire évoluer l'image de la marque. Donc on a recruté des gens qui viennent de la mode et de Paris il y a 1 an pour ça. Le but étant de faire évoluer la marque vers quelque chose d'un peu plus mode. Donc évidemment, garder nos valeurs, équitable, solidaire, éco-responsable, mais chercher à faire pivoter la marque vers quelque chose d'un peu plus modeux, un peu plus désirable. Et ça passe par évidemment l'image, les shootings, mais aussi le marketing et ce qu'on va en raconter, en montrer, et évidemment par les produits. Donc ça prend un peu plus de temps, l'inertie un peu plus longue. Mais voici aujourd'hui nos 3 enjeux majeurs. Et donc moi, dans tout ça, donc je suis le directeur général de l'entreprise. Donc c'est de fixer le cap, la vision, et de s'assurer qu'on est en temps et honneur et qu'on fait les choses bien pour justement atteindre ses objectifs, gravir les échelons, tout en assurant la pérennité de l'entreprise, puisqu'on reste quand même dans un contexte économique dans le prêt-à-porter en ce moment compliqué. Donc il y a de gros enjeux et c'est ça mon rôle aujourd'hui chez Ngo. Oui, on est donc depuis le début de la marque, on a toujours voulu être omnicanal, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas être une DNVB uniquement sur Internet. Donc, on s'est lancé sur Internet. On s'est même d'ailleurs lancé en campagne de crowdfunding. On a eu notre site Internet et aujourd'hui, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Mais on a 50% en B2B. Donc, très vite, on a été en magasin. Au bout de 1 ou 2 ans d'activité, on était présent en magasin. Au bout de 2 ans, on était d'ailleurs dans les Galeries Lafayette à Paris, à Haussmann, au BHV et dans les principales villes de France, à côté de grandes marques. Donc ça, c'était une grande fierté. Ça a aidé à bien nous lancer sur le wholesale, donc en magasin multimarque. On est présent aujourd'hui toujours en magasin, en France, en Europe et principalement en Allemagne. Même si aujourd'hui le commerce physique va mal, donc c'est quelque chose qui a représenté jusqu'à 2/3 de notre chiffre d'affaires il y a quelques années. Là où aujourd'hui, ça représente beaucoup moins et c'est plutôt le digital qui est en train de prendre sur le commerce physique. C'est quelque chose d'assez structurel dans notre secteur. Et enfin, on a un 3e et dernier secteur d'activité qui est tout ce qu'on va arranger dans les partenariats entreprises. Donc, on est capable de faire de la personnalisation, de la customisation pour les boîtes, pour leurs salariés, pour leurs commerciaux, pour la marque employeur, pour les événements, pour des anniversaires d'entreprise, par exemple. Et donc ça, on l'a pas mal poussé depuis 1 an. Et donc, c'est quelque chose
qui est un nouveau levier de croissance pour nous, donc les entreprises, mais aussi les CSE, les offres d'achat groupées. Et on va même jusqu'à faire des collaborations avec vraiment des modèles en co-branding, avec des artistes, avec des marques de mode, ou même avec des clubs sportifs, comme on peut avoir avec le HBC Nantes, donc le club de handball à Nantes, le Stade français, donc le club de rugby à Paris. On a eu également le Tour de France. Enfin, voilà, on a tout un tas de collabs qui nous permettent de faire autre chose, de créer des éditions limitées et spéciales, et du coup d'avoir aussi des nouveaux leviers de croissance. Et donc là, sur 2026, on prépare de nouvelles collabs, et notamment des collabs en dehors de la chaussure. Donc je ne peux pas encore confirmer ce que c'est, mais on va évidemment, dès que possible, communiquer là-dessus. Alors, le marketing d'influence fait évidemment partie de nos stratégies de marketing en France et en Allemagne. Aujourd'hui, on travaille avec... donc, ça, on le gère principalement en interne. C'est-à-dire que la majorité de nos équipes viennent de la com et du marketing. On travaille quand même avec des agences et des freelances sur des domaines spécifiques comme le web market, donc avec l'agence XPLR à Nantes et autres freelances. Et le marketing d'influence, on travaille avec une application qui nous permet de travailler avec des micro-influenceurs ou faire de l'UGC. Donc ça, c'est assez récent et ça s'y prête plutôt bien. Et après, on contacte nous-mêmes nos propres influenceurs, même si les budgets là-dessus, nos budgets en tout cas, sont pas extensibles. Donc on essaie d'en faire moins, mais de faire des bons partenariats qui collent avec notre cible. Donc ça, c'est important pour nous. On fait également appel à une freelance pour toute la partie presse et médias. Et on range un peu l'influence là-dedans. Des fois, ça déborde un peu des médias dits traditionnels pour aller vers de l'influence. Donc, c'est quelque chose qui marche bien en termes de notoriété. Et enfin, on va avoir tout ce qui est ambassadeur. Où là, nous, on appelle ça plutôt des ambassadeurs que des influenceurs parce que c'est des programmes gratuits. C'est des personnes qui ont une certaine notoriété, célébrité et qui vont accepter de porter nos chaussures parce qu'ils aiment la marque, parce qu'ils aiment nos produits, parce qu'ils aiment les valeurs qu'on défend. Et donc, ils vont en parler autour d'eux. Et donc, on a des artistes, des sportifs, voilà, des gens qui viennent de différents domaines, qui des fois sont d'origine vietnamienne. Et du coup, ça leur touche d'autant plus ce qu'on peut faire pour le Vietnam. Donc voilà, c'est très large chez nous, le marketing d'influence. C'est pas ce qui représente pour autant la majorité de nos budgets, mais on va plus être dans la débrouille et le coup de cœur pour faire parler de la marque et notamment le GC qui est quelque chose qui fonctionne de plus en plus en ce moment. Alors j'ai eu envie de participer au Success Marketing. Alors déjà parce que on m'invite, j'apprécie toujours de répondre favorablement quand c'est possible. C'est un événement qui va se passer à Nantes et en tant que Nantais, je suis évidemment chauvin, donc c'est un argument supplémentaire. Et quand on parle de Success Marketing, alors je ne sais pas si on est dans le success, ça ce sera à chacun de faire son propre avis. En tout cas, le marketing chez nous, chez Ngo, mais globalement dans la mode, est extrêmement important, il est stratégique et c'est quelque chose qu'on a compris un peu sur le tard puisque, comme je le disais, on ne vient pas, mon associé et moi, du marketing, donc on a dû recruter très vite des gens compétents dans ces domaines-là pour avoir des compétences en interne et ça a été vraiment un gros cap, on a franchi un cap et des paliers à partir de ce moment-là, donc c'est quelque chose de stratégique pour nous, on l'a compris assez vite, mais voilà, il a fallu aller chercher les compétences. Alors évidemment, on a, nous, à travers l'expérience et maintenant 8 années d'entrepreneuriat, acquis de solides compétences là-dessus, mais au départ, c'est pas forcément quelque chose qui faisait partie de nos forces premières, donc j'y accorde une grande importance maintenant, et du coup, j'aime bien pouvoir témoigner de tout ça et de dire comment, en tant que non spécialiste ou technicien du marketing à la base, on a réussi à quand même en faire et à passer des échelons et à développer la boîte grâce à ça. Comment on a recruté les bonnes personnes, comment on s'est bien entouré et voilà, quel levier on a activé. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai envie de témoigner lors de l'event et
et puis du coup d'avoir des échanges tout autour du marketing sur ce qu'on a fait de bien, mais aussi du coup les erreurs qu'on a faites et qui auraient pu être éventuellement fatales à l'entreprise au tout début de la boîte, quoi. Pour moi, on est clairement beaucoup plus axé marketing que tech. Nous, on n'a pas en termes de tech. Alors oui, le web marketing, c'est part de la tech, mais je considère pas qu'on est quand même sur des métiers ultra techniques. Nous, c'est gérer un site internet. On parle de UX, de UI, de SEO, de SIA. C'est un peu des gros mots pour ceux qui viennent pas de ce milieu-là, mais finalement, ça reste globalement assez simple au vu de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le digital, dans l'IA, etc. Donc, ça reste assez sommaire. Toute la partie dev, vu qu'on s'appuie sur des CMS, donc un PrestaShop pour la France et un Shopify pour l'Allemagne, ça reste là aussi assez simple. On travaille avec des agences de toute façon qui gèrent toute la partie dev pour nous. Donc clairement, pour moi, notre enjeu et notre stratégie, elle est beaucoup plus focus sur le marketing de la marque plutôt que sur la partie tech de l'entreprise. Eh bien, j'ai envie de partager l'histoire de la création de Ngo, c'est-à-dire comment on est arrivé à créer une boîte, puisque ça me paraît important de revenir là-dessus, là où, encore une fois, à la base, on n'avait aucune idée, aucune envie de créer une boîte, donc comment on en est venu là. Du coup, on s'est un peu nous-mêmes catapulté à développer une boîte, et ça a été assez vite, c'est-à-dire qu'entre l'idée et l'action, il s'est passé seulement quelques semaines. Donc, on a forcément commis pas mal d'erreurs, surtout comme je disais tout à l'heure, sur la partie communication, marketing, image de marque. Donc, c'est un peu partager les erreurs qu'on a faites, mais aussi, du coup, comment on a su rebondir, trouver les bonnes solutions et un peu donner les clés pour… moi, venant pas je suis pas un technicien du SEO, du SIA ou autre, donc je vais pas donner des clés techniques. Par contre, pour toutes celles et ceux qui veulent créer une boîte, qui n'ont pas des budgets exponentiels, ou qui n'ont pas, comme moi, la formation, les compétences à la base techniques c'est vraiment donner des conseils entrepreneuriaux, des tips, des choses que nous, on a pu faire pour réussir à s'en sortir, soit par recruter des compétences en interne, se faire entourer, réseauter. Vraiment, l'accompagnement, c'est ultra clé. Mais aussi aller sur la débrouille. Bref, c'est comment, au début d'une boîte, on peut réussir quand même à se développer dans le marketing là où les outils marketing aujourd'hui coûtent de plus en plus cher. Donc, comment on peut faire les choses de mieux en mieux en passant des paliers, puisque c'est vraiment ce qu'on a fait. Hein. Le chiffre d'affaires est monté crescendo et on a toujours été rentable. Et donc, ça s'est fait petit à petit en se brûlant pas les ailes et en se disant, oui, on sait que l'idéal, ce serait de faire ça en market. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Donc, comment on peut faire quelque chose qui s'en rapproche, mais avec les moyens du bord. Et dans 2 ans, dans 3 ans, on pourra faire ça. Et voilà, et créer cette stratégie avec aussi le fait de prioriser. Je pense que ça fait partie de nos métiers de créateurs, d'entrepreneurs, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, on a envie de faire plein de choses, on a plein d'idées, mais il faut savoir prioriser et garder le cap, la vision qu'on donne à notre boîte. Donc voilà, sans en dire trop, c'est un peu tout ça que j'ai envie de partager et donc de montrer comment, entre la création de la boîte en 2017 et puis 8 ans après, là en 2025, comment on a su développer l'entreprise et nos outils marketing. Alors oui, j'ai l'habitude d'intervenir dans tout un tas d'événements entrepreneuriaux, de marketing, de gestion, de start-up, enfin voilà, généralement plutôt sous forme de table ronde. Donc là, ça va être un format pas nouveau, je l'ai déjà fait, mais plus original pour moi, que j'apprécie de faire, parce que encore une fois, ça permet de témoigner, de prendre du recul. Et c'est un exercice que j'apprécie. Et du coup, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de rendre la chose très tangible, très concrète. Je ne veux pas rentrer dans des notions théoriques
qu'on peut trouver sur Internet et même sur ChatGPT maintenant assez facilement. Donc, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience ultra concret et que les personnes pourraient, j'espère, appliquer à leur boîte ou à leur création de boîte demain. Donc, alors, j'ai aucun rituel avant de monter sur scène. Par contre, je fais partie de l'APM, donc il y a une association, un réseau, et on a eu une formation par un metteur en scène, un acteur et metteur en scène. On était dans un théâtre et on a clairement fait du théâtre toute la journée avec justement la prise de parole en public et comment avoir de l'impact. Et donc, il nous apprenait que beaucoup de choses viennent plutôt du non-verbal, donc de la forme finalement plus que le fond. Même si le fond est important bien sûr, mais ça va aussi beaucoup passer par la forme et il faut soigner la forme. Et une des choses qu'il dit, et ça sert notamment à gérer le stress avant de rentrer sur scène, c'est l'ancrage au sol. Donc c'est au moment où on rentre, de pas bouger dans tous les sens, qui témoigne du stress et qui finalement n'aide en rien. C'est vraiment d'avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol. Maintenant on est là et on fait face, et donc ça permet d'un peu d'évacuer le stress et de se concentrer sur ce qu'on va dire, sur comment on va le témoigner, comment on va le vivre, comment on va l'incarner. Alors, je pense qu'une personne devrait venir au Success Marketing car c'est important de s'inspirer, de sortir de son quotidien, sortir de son bureau, lever la tête de l'écran. Pour celles et ceux qui entreprennent, qui veulent entreprendre, généralement on dit qu'un entrepreneur qui s'en sort, c'est un entrepreneur qui sort. Donc il faut sortir, aller découvrir d'autres personnes, aller écouter des histoires pour s'inspirer, se l'approprier et essayer de le mettre dans sa propre entreprise. Donc voilà, ce serait vraiment cette raison-là en numéro 1. Et en numéro 2, de faire du réseau. C'est extrêmement important de faire du réseau. Je pense que là, il y aura beaucoup de gens intéressants à rencontrer, avec qui échanger. Donc ça permet de faire du bon réseau sur Nantes, dans une ville en plus qui est très orientée numérique, tech, digital. Donc je pense qu'il y aura du beau monde et ça me paraît être un événement indispensable pour tout ça. Je dirais inspiration. Alors, si je devais inviter quelqu'un, eh bien, j'aimerais bien inviter Marion, ma directrice marketing chez Ngo, parce que je sais que c'est des sujets qui lui parlent. Elle, pour le coup, c'est sa formation et son champ de compétences, et que, comme je le disais juste avant, c'est bien d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller écouter de nouvelles histoires, de s'inspirer. Ça aide à la créativité, ça pousse à avoir toujours de nouvelles idées. Et le marketing, ça va vite, donc il faut rester à jour. Donc, ce serait de l'inviter pour qu'elle puisse passer une bonne journée, repartir avec boosté, avec plein d'énergie, avec plein de nouvelles créativités. Eh bien, un dernier mot, déjà merci pour l'invitation, hâte d'y être. Et pour en savoir plus sur Ngo, sur notre histoire, mais vous inspirer sur tout le marketing de manière générale, je vous dis rendez-vous à la Carrière à Saint-Herblain le jeudi 25 septembre pour venir découvrir toutes ces belles histoires. Success Marketing.